Parce qu'il y a les femmes, parce qu'il y a le sport, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous dédié aux femmes dans le sport. Bienvenue dans La Victoire est en elle. Nous accueillons une immense championne, Camille Serme, avec nous aujourd'hui. Bonjour Camille. Bonjour. Je suis ravi de t'accueillir. Bienvenue, j'allais dire à la maison, quand même pas, mais tu étais venue il y a quelques années. Après un magnifique titre de championne d'Europe, il s'est passé beaucoup de choses depuis. Elle a pris sa retraite, elle a été maman, et puis elle est revenue. J'ai envie de savoir tout ça et de comprendre un petit peu tout ça, comment ça s'est passé. La première idée, c'était quoi quand tu te dis je vais prendre ma retraite? Alors il y a une blessure à ce moment-là. Hein. Exact, il y a une grosse blessure au tendon d'Achille déjà. Et il y a aussi une fatigue mentale qui s'est installée depuis quelques mois. Je pensais vraiment revenir parce qu'il y a une première blessure au tendon qui apparaît en plein tournoi en Égypte, Oui. où on me voit du coup sortir du cours, aider, je ne peux plus marcher. Et à ce moment-là, je pense revenir et en fait quelques mois plus tard, ça recasse à un autre endroit. Et là, je me sens pas la force de revenir vraiment au niveau. Je me dis que je vais prendre trop de retard, donc je décide de mettre un terme à ma carrière. On rappelle qu'à ce moment-là, quand même, tu as eu des titres exceptionnels. Tu avais gagné le British Open en 2015, l'US Open en 2016, Tournoi des champions 2017-2020, ancienne numéro 2 mondiale, 6 fois championne d'Europe. À ce moment-là, tu dis « Waouh, c'est bon, j'ai fait ma carrière, c'est top. Vraiment, mon corps dit non, j'arrête. » C'est un peu ça. Le corps dit non, la tête est fatiguée, des routines, des hôtels, des voyages, voilà la vie trépidante qu'on adore pendant un moment. Justement, au bout d'un moment, elle est fatigante. Tu voulais être maman? Oui, donc il y avait depuis ce longtemps désir-là. aussi. Ouais. Exact. Et quand on est sportif de haut niveau, selon les disciplines, mais on va dire même d'une manière quasi générale, la grossesse, elle doit attendre. Et j'imagine que mentalement, c'est un truc qui est compliqué. Ah, tout à fait. Moi, ça veut dire que je mets ma vie perso sur le côté. Ouais. Moi, c'était un désir depuis longtemps de devenir maman. Et je m'étais dit, si le squash passe aux Jeux à Paris, j'avais un peu un plan et voilà, j'avais décidé de peut-être calculer par rapport à ça. Sauf que c'est pas passé. Donc, mais ça passe pour Los Angeles 2028. Voilà. Est-ce que ça aussi, ça fait partie des éléments importants qui ont fait que tu t'es dit I will be there? Ouais. Honnêtement, si c'était toujours pas au jeu, j'aurais pas repris. J'aurais pas eu ce nouveau objectif. Puis c'est une préparation que je connais pas sur 4 ans. Donc je me suis entourée de bonnes personnes qui connaissent justement les jeux et comment on se prépare sur 4 ans. C'est tout à fait différent là, en compétition, c'est quasiment toutes les 2 semaines. Surtout à 39 ans, ça sera ton âge au JO à Los Angeles. Exact. Donc j'imagine que ça, c'est un paramètre qui est essentiel. Tout à fait. On en parle régulièrement avec mes entraîneurs. C'est un paramètre à prendre en compte, que ce soit physique et mental, ne pas se fatiguer trop vite. Ouais. La route est longue. La retraite, la grossesse, t'es maman d'une petite Jude. Oui. Combien de temps après la décision intervient de finalement je vais y retourner et à qui t'en parles? Comment ça se passe? Les premiers mois sont assez difficiles parce qu'on a un bébé qui pleure beaucoup, donc beaucoup de fatigue et en fait très vite je m'aperçois qu'être maman à la maison et faire que ça, c'est pas pour moi. C'est compliqué, ouais. Donc dès qu'on trouve un moyen de garde, donc vers 5 mois. Là, on en parle avec mon conjoint, parce que c'est forcément une grosse décision voilà, familiale et à prendre en couple. Et là, il me dit « Pourquoi tu ne reprends pas un peu la raquette pour voir si ça te fait plaisir déjà, les sensations ?» Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je ne sais pas non plus ce que je veux faire d'autre. Je n'ai pas bien préparé mon après-carrière, en tout cas. Attends. Tu n'as pas bien préparé ou on ne t'a pas bien accompagné? Un peu les deux, sûrement. J'ai quand même suivi des études de journalisme quand je suis plus jeune, après le bac. Donc, j'ai pas rien, j'ai un bagage, mais je ne sais pas vraiment ce qui me plaît autre que le squash. Je ne sais pas vers quoi je veux m'orienter. Et donc, la raquette, très vite, je retrouve des super sensations, beaucoup de plaisir. Combien de temps après l'accouchement? Donc là, j'ai dit 5 mois. 5 mois après, je me fais plaisir sur le court et en fait, on voit que ça revient vite. Et je sais qu'en France, le niveau n'a pas beaucoup évolué. En tout cas, la numéro 1 française a continué d'avancer, mais les 2 et 3 stagnent toujours vers les 40-50 mondiales. Pardon, je ne veux pas faire offense à tes copines Moi non françaises. Plus. Mais au niveau international, tu te sens que tu es loin?
T'as régressé, entre guillemets? Ça, je ne savais pas trop jusqu'en juin où, en fait, lors des phases finales du championnat de France par équipe, je bats la 30 mondiale. Et là, c'est vrai que déjà, ça donne un petit avant-goût. Je me dis, OK, 30 mondiales, c'est quand même pas mal. Après, 30 mondiale qui est numéro 1 française. Non, là, c'était une galloise, pardon. Ah, OK. Voilà, étrangère. Et après, j'arrive à me qualifier en septembre pour le tournoi de Paris, où là, du coup, je bats la numéro 2 et les 3 françaises. Et bon, dans le tableau principal, j'ai pas de chance, je joue la numéro 1 mondiale. Donc, en même temps, c'est un vrai test. Voilà. Donc, on voit les images, la marche est un peu haute, mais physiquement, je sais que je ne suis pas encore revenue à mon meilleur niveau. Parce qu'à ce moment-là, tu es combien post-accouchement? Là, j'ai repris tout en bas du classement. Donc, je crois qu'à ce moment-là, je suis 470. Non, pardon, le temps. Là, quand on voit ces images-là, tu as accouché depuis combien de temps? 11 mois. 10 mois. Ah ouais, c'est pas beaucoup. Hein. Ouais, elle n'a pas encore un an, notre fille. Mais par contre, je sens que dans le squash, je suis pas larguée, quoi. En tout cas, je me sens pas larguée. Physiquement, mentalement, tout ça. Voilà. Et ta cheville, ton tendon d'Achille? Ça, c'est de l'histoire ancienne. Vraiment. Même aujourd'hui, terminé ça. Ah ouais, aucune appréhension sur le terrain. Donc, à part, et sans vouloir te faire offense, l'âge, l'ambition est la même l'ambition est de se qualifier au jeu et d'essayer d'aller chercher une médaille. Parce que ce jour-là, quand on voit, tu perds sèchement. Oui, assez sèchement dans les scores et en moins de 30 minutes, je crois. Donc, c'est assez court pour un match. Mais je sens que dans les échanges, en fait, pour ceux qui connaissent un peu le squash... Il ne manque pas non plus. Voilà, ce n'est pas un monde. On sent qu'il y a de bons restes. Comment ton retour est accueilli, par exemple, par elle, la numéro 1 mondiale? Elles sont contentes de me voir. Les filles sont... c'est un petit milieu, donc on s'entend à peu près toutes bien. Et puis, je pense qu'elles sont contentes aussi de voir une maman. T'es la première ou une des premières? Je suis une des premières, mais elles ont une amie égyptienne justement qui l'a fait, qui est revenue top 5 mondiale. Donc, chapeau à elle. Elle nous a vraiment montré la voie. Mais en France, je suis la première. Donc, il y a aussi un peu de ce challenge-là de montrer qu'une Française peut aussi... y arriver. Tu sais, Camille, quand je t'écoute, j'ai envie qu'on revienne sur le statut de la femme dans le sport de haut niveau. Oui. Qui est que, si tu fais un bébé, on verra si tu reviens. 2, l'après-sport, évidemment, on t'en parle à peine et on ne le prépare pas. Donc, à part si tu as 3 cerveaux, 6 poumons et 9 jambes, sinon c'est compliqué. Il y en a, oui. Mais ma question, c'est est-ce que vous, sportives françaises, vous sentez qu'il y a un vrai déficit d'accompagnement là-dedans? Dans tout, je parle et la maman et l'après. Oui, après on voit que les choses sont en train de changer grâce à notamment Clarisse qui... Avec Benenou. Voilà, elle vraiment, elle est très médiatisée là-dedans et on sent qu'elle en fait presque un combat pour faire bouger les choses. Mais il y en a d'autres, des mamans sportives françaises qui ont montré que c'était possible. Après, c'est vrai que ça demande un accompagnement familial très important. Beaucoup d'organisation et un accompagnement financier aussi. Évidemment. Plus important que quand on est seul athlète. Parce que il y a une petite bouche à nourrir en plus. Évidemment. Et ça mange. Oui. Camille, est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, ton nom de nouveau fait peur? Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais si on se dit faites gaffe, c'est Camille, elle revient, elle a la dalle. Ouais, c'est rigolo, mais oui, je peux le dire parce que notamment j'ai fait un tournoi, c'était fin novembre à Lille. Et en fait, au départ, juste pour la petite anecdote, je ne rentrais pas justement dans ce tournoi avec mon classement qui était trop bas. Et en fait, à 5 minutes de la fin des inscriptions, on voit que ça n'arrête pas de bouger. Et puis d'un coup, je monte top 8. Donc, Française du tableau. Top 8 du tableau, pardon. Du tableau. Donc il y avait des étrangères. Et donc là, on s'est dit, ah oui, en fait, les filles, elles n'ont pas trop envie de m'avoir dans leur tableau, quoi. Et d'ailleurs, il y a même la numéro 3 française qui m'a dit, moi, je vais à l'autre, qui est en même temps, mais en Angleterre, parce que j'ai pas envie de tomber sur toi. Et il s'est passé quoi sur ce tournoi? Je l'ai gagné. donc, c'était le bon choix. On voit les images, avec... C'est une vraie satisfaction. C'est ta première grosse victoire, entre guillemets? Ouais, c'était le vrai premier test. Parce que, justement, j'ai joué que des étrangères. On a commencé à 120 mondiales. Et puis, celle que je bats en finale, elle est 50. Mais en demi, il y avait une petite égyptienne. On sait que les égyptiennes
Elles ont peur de rien. Elle avait que 17 ans, mais ça ne l'a pas empêché d'avoir les crocs. Donc, c'était un vrai premier test. Mentalement, comment tu sens Alors, tu as l'habitude, tu as une immense carrière déjà derrière toi. Mais est-ce que le mental, j'imagine qu'il y a eu peut-être des doutes, parce que c'est normal, et on teste au début. Tu te sens comment aujourd'hui? Bien. Tu te sens, alors imaginons, Los Angeles, c'est là. Oui. Ça, c'est la montagne. Tu as accouché, tu étais là. Aujourd'hui, tu es où? Je sais que je suis encore assez basse dans le sens où la route est longue. Enfin, 3 ans et demi, c'est hyper long. Il peut se passer plein de choses. Je sais que même si là... 3 ans et demi, parce que Los Angeles est dans 3 ans et demi. Voilà, exactement. Après, bien sûr, il faudra passer les phases de qualification. Mentalement, pour l'instant, c'est un équilibre qui marche bien, que ce soit familial ou avec l'équipe du squash. Ça marche bien. Moi, je me sens bien quand je rentre à la maison, que je retrouve ma fille. Je sens que j'ai fait mon travail, que je suis prête à passer du temps avec elle et à être plus épanouie. Explique-nous comment le mental au squash est quelque chose d'hyper important. Alors, ça n'est pas qu'un jeu de raquettes et de rebond et de placement. Explique-nous comment un petit détail qui vient du mental va faire que la partie va basculer. Déjà, ça va hyper vite. C'est vrai que c'est des points directs. Direct, ça veut dire qu'il y a eu une époque où avant, il fallait récupérer le service pour... voilà. Là, chaque point gagné est un point scoré. Exactement. Et en fait, on peut très vite sortir du match, que ce soit à cause d'une décision arbitraire, que ce soit notre adversaire qui fait de l'anti-jeu, parce qu'on partage le même terrain, et ça, c'est rare, en fait, dans les sports de raquettes. Anti-jeu, c'est quoi? C'est dans le placement? C'est ça. Normalement, il y a des règles pour ne pas se gêner, mais il y aura de plus en plus de joueurs qui sont assez malins pour pas que ça se voit et qui, du coup, gênent. Et du coup, ça demande plus d'efforts physiques. Si on n'aime pas l'injustice, mentalement, ça cogite. Donc, c'est vrai que moi, très tôt, j'ai eu un préparateur mental. Dès l'âge de 16 ans, pour gérer toutes ces émotions. Un homme ou une femme? J'ai eu que des hommes. Alors, l'homme à qui tu as passé un coup de fil 5 mois après ton accouchement en disant « Dis donc, comment il s'appelle ?» C'est facile, il est à la maison. Ah, ok. C'est le papa de Jude. Ok. Ah tu devrais être une bête mentalement. Hein. Ouais, c'est vrai que dès qu'il y a des questions, c'est assez simple. On peut en parler un peu n'importe quand. Je voudrais aussi qu'on revienne sur un point parce que le squash, moi j'ai pas mal pratiqué. Oui. Pourtant, on a l'impression qu'on est dans une petite boîte qui a peu de déplacements. Mais moi, je connais peu de sports aussi physiques que le squash. Explique pour celles et ceux qui nous regardent à quel point le squash, c'est une lessiveuse. Il y a très peu de temps entre 2 frappes de balle. Comme la boîte, comme tu l'appelles, le terrain est assez petit. Le temps entre les 2 frappes est hyper court. Ça peut aller de 1,5 secondes à 3, 4 grands max. Mais en fait, du coup, c'est très, très rapide. Et comme vous voyez, on est souvent aussi bas sur les appuis. En fait, on est tout le temps en fente, quasiment. Et donc ça fait monter aussi le cardio. Si vous voulez avoir des belles fesses, allez-y. Parce que alors, c'est vrai que c'est ça, on est en fente tout le temps sur les appuis. C'est ça. C'est tellement éprouvant. Et puis, il y a autre chose qui est important et que tu soulignes, c'est que comme ça va très vite et qu'il y a beaucoup d'angles et que la balle, elle peut être sur le côté, devant, bref, je trouve que cérébralement, l'interprétation, la prise de décision et même au niveau des yeux, c'est épuisant. Ah non, mais c'est vrai. Moi, j'ai travaillé à un moment même avec une professionnelle pour travailler ma vision. Parce que il faut prendre le traitement d'information est hyper court. Donc pour savoir, ok, la balle va arriver de là, mon adversaire est là et je veux envoyer la balle à l'opposé. Enfin, il faut que ça aille très vite dans le cerveau. Et en plus, l'adversaire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye de vous poser des problèmes. Donc en fait, il faut tout le temps s'adapter. Et c'est vrai que ça rajoute au physique de la fatigue aussi mentale. Et pour ça, quand on joue 3 quarts d'heure, on est content de... 3 quarts d'heure de squash, on est bien rincé. On est bien rincé, oui. Tu as 34 ans aujourd'hui? 35. 35. Ouais. En quoi la préparation, après tout ce qu'on vient de dire sur le physique, notamment, en quoi ta préparation est différente de celle que tu avais à 25 ans? Déjà, j'ai l'expérience en termes d'années. C'est-à-dire que
j'ai l'impression d'avoir vécu un peu toutes les situations. Par exemple, quand je joue la jeune égyptienne de 17 ans, il y a des moments de jeu que je connais et je me dis ok, pas de panique, ça tu connais, tu peux le gérer comme ci, comme ça. J'ai plein d'outils, que ce soit physique, mais même justement si le physique répond plus comme à 25 ans, ben, je sais que j'ai des outils mentaux et technico-tactiques. Donc je peux jouer sur plein d'autres points. En fait, j'ai l'impression que j'ai une palette beaucoup plus grande que quand j'avais 25 ans. Et ça, c'est génial. Ouais, bah, c'est ça aussi qui fait que je prends du plaisir. C'est un jeu extraordinaire. Extraordinaire. Pardon, je ne veux pas faire offense à celles et ceux qui pratiquent le paddle. C'est rasoir à côté. Mais c'est vrai, c'est un jeu. C'est vraiment un jeu. C'est un vrai jeu. Ouais, c'est hyper ludique le squash. Il y a tellement de possibilités. Une chose sur ta préparation physique. Oui. En quoi elle est différente? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? C'est quoi? Tu joues combien de fois par semaine? Est-ce que tu as des séances de muscu? Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, j'essaye d'avoir 5 fois par semaine une séance de squash. Et il y a une séance de prépa physique spécifique et une séance de yoga et une séance de pilates. Ça, c'est un peu ma semaine type. Ben, le physique, comme me le dit mon préparateur, dit de toute façon ton corps il se souvient de toutes ces années de travail. Il a de la mémoire. Voilà, et c'est vrai, hein, c'est assez incroyable. Justement à Lille, là sur le tournoi, certaines personnes qui me connaissent ont dit mais elle est aussi rapide qu'avant quoi. Et en fait, pourtant on n'a pas encore fait un vrai travail de vitesse. Mais en jeu, avec l'adrénaline et tout, ben, ça revient hyper vite, quoi. Quand tu as renoué avec la victoire à Lille, oui. Ça a fait quoi? Parle-moi de l'émotion. Et est-ce que c'est un truc, quand on a connu ça, est-ce que c'est quelque chose qui peut ne plus être dans la vie, entre guillemets? Tu commences à dire, est-ce que cette satisfaction, ce plaisir, cette jouissance, cette euphorie de victoire, est-ce que tu te dis, ouais, bah, je veux peut-être vivre sans? Honnêtement, oui. Parce que moi, le fait d'être devenue maman, c'est une joie incomparable. Donc maintenant, il y a notre fille qui fait qu'au quotidien, tous les jours, il y a des bonheurs qui remplacent cette euphorie. Après, je ne vais pas cacher que c'était énormément d'émotions à Lille. En plus, il y avait mes 2 entraîneurs, donc Philippe et Fred, qui étaient là, qui me connaissent depuis toujours. Il y avait mon papa qui était là et... En fait, ce qui est plaisant aussi, c'est de voir les sourires et le plaisir que je peux donner en fait à travers mon jeu que je procure aux gens. C'est partage. Exactement. Ta fille a quel âge? Bientôt 15 mois. Elle vient te voir de temps en temps? Un petit peu, ouais. Aujourd'hui, ton classement mondial, c'est 108. C'est quoi les caps jusqu'à Los Angeles? Puisqu'on l'a compris, hein, c'est les Jeux de Los Angeles en 2028, l'objectif. C'est ça. C'est quoi les objectifs? Quels sont les paliers? Comment j'imagine que tout ça est un peu anticipé, ou enfin espéré en tout cas. Oui, ben là, en 2025, j'aimerais bien revenir top 50. Je sais que le niveau, je peux l'avoir, je l'ai montré déjà. Après, c'est un espèce de calcul de points pour rentrer dans les tournois et gagner des compétitions qui me ramènent assez de points. Donc c'est un peu de mathématiques, mais voilà, on sait que le niveau il est là. L'objectif, c'est aussi pas justement brûler les étapes, pas se fatiguer trop physiquement et mentalement pour durer dans la longueur en fait. Donc 2025 top 50. Ouais. 26, 27, 28. Et ben remonter en 2026, ce serait top 30. Et puis après, d'ici là, on saura aussi quelles sont les phases qualificatives pour les Jeux. L'hypothèse que tu ne sois pas qualifié, elle existe ou pas? Bah oui, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Après, c'est pas quelque chose à laquelle je pense. Même si je ne cache pas que cette fois, j'ai l'impression de profiter aussi de ce moment pour réfléchir à ce que je veux faire après. Et on arrive à tout cumuler? Maman, sportive de haut niveau, préparer l'après? Ouais, pour l'instant. Pour l'instant, avec l'aide aussi des grands-parents et tout ça, mais pour l'instant, ça rentre. Explique-moi actuellement dans le top 30 mondial, qui serait l'objectif des deux dernières années avant Los Angeles, il y a combien de filles qui ont plus de 35 ans? 2. Non, je ne suis pas en train de... Non, donc, mais... il y en a. Il y en a. Ok.
Il y en a qui étaient des numéros 1, qui étaient des... C'est quoi leur profil ? Il y en a une qui a vraiment mon profil, sauf qu'elle n'est pas encore maman, mais alors elle, c'est la numéro 1 néo-zélandaise. Ouais. Et c'est drôle parce que elle a un peu le plan que j'avais pour si on avait eu Paris, c'est-à-dire qu'elle aimerait bien faire un enfant, revenir pour les Jeux. Ouais. Parce que il y a personne en fait dans son pays aussi pour prendre sa relève, donc en fait elle se dit, moi je suis soutenue par tout le monde dans mon pays, pourquoi pas faire ça quoi. S'il y a des doutes, c'est lesquels ? Ou est-ce qu'il n'y a pas de doute ? Non, il n'y a pas vraiment de doute. Pour l'instant, je suis un peu la tête dans le guidon à essayer de tout faire marcher aussi. Après, il y a toujours cette petite épée Damoclès de la blessure. Normal. Voilà, normal. Et là, c'est même pas une question d'âge. Exact. La preuve, tu l'as vécu. Exact. Mais voilà, notre travail avec toute l'équipe autour de moi, c'est de faire en sorte qu'elle n'arrive pas ou le moins possible. Comment on consolide une cheville quand on a eu les soucis qui ont été les tiens ? Parce que j'imagine qu'en squash, les grosses blessures, c'est ça souvent, non ? Ouais, tendon, c'est vrai que ça arrive pas mal. Est-ce que du coup, toi qui l'as vécu, tu consolides ça ? Est-ce que tu as un travail particulier lié à ça ? Plus maintenant. Après l'opération, oui, j'ai eu une grosse rééducation kiné, renforcement du mollet, du tendon. Mais maintenant, non, je reste sur mes... Après, le pilates et le yoga m'aident à consolider tout le corps entier, quoi. J'imagine que tu as déjà inspiré de nombreuses championnes et de petites filles, pourquoi pas. On va en parler dans Sacrée Championne tout de suite avec Au Féminin. Et Julie Caron, la rédactrice en chef d'Au Féminin, est avec nous. Bonjour Julie. Bonjour à tous, bonjour Alexandre et enchantée Camille. Aujourd'hui dans Sacrée Championne, j'ai voulu mettre à l'honneur une autre légende du squash. Peut-être que tu la connais, tu vas me dire. Enfin, c'est plutôt une pionnière. C'est Heather McKay. Est-ce que son nom te dit quelque chose ? Vaguement. Je vais pouvoir t'en dire plus. Oui. Vous allez peut-être découvrir quelque chose. Donc, son nom, il est emblématique dans cet univers du squash, mais pas seulement, il a eu le mérite de s'inscrire dans d'autres discipline où elle a laissé son empreinte de championne et c'est ça qui était intéressant avec son profil. Donc et une son légende histoire. pluridisciplinaire. Ouais, vous allez voir. Donc elle est australienne. Cette Australienne, elle est née en 1941, donc c'est pour ça, ça date un peu. Et en fait, elle est devenue l'une des sportives les plus dominantes de l'histoire dans le monde du squash. Il y a une stat qui est assez incroyable. Elle est tout simplement restée invaincue pendant 17 ans. 17 ans sans perdre un match en compétition. Il y a eu depuis ta carrière, depuis quoi, les 10 ans, plus de 10 ans maintenant que tu pratiques, il y a eu une championne qui a dominé. Nicole David. Combien de temps ? Je crois que ça a été 9 ans, mais elle a perdu des matchs. Voilà. Elle est restée numéro 1 mondiale, mais elle a perdu des matchs. Et je crois que Nicole David a eu plus de titres de championne du monde que Heather. Tu vas trop vite en besogne. Mais elle, c'est 17 années invaincue en compétition. Incroyable. Ces 2 seuls matchs perdus, ce n'étaient pas des matchs officiels. Et donc, c'était donc entre 1962 et 1979 qu'elle a dominé. Et donc, pendant ce temps, elle en a profité pour gagner quelques titres. 16 titres de British Open consécutifs. 9 titres de championne du monde, donc voilà, des exploits qu'il y a peu ou pas de championnes qui ont pu égaler. Attends, je t'interromps. Toi, tu l'as gagné le British Open. Une fois. Oui, non, une fois. C'est le plus beau ou c'est l'US Open le plus beau de ta carrière ? Le British est le plus prestigieux parce que c'est un des plus anciens. Et donc, c'est celui que tout le monde convoite après le championnat du monde. Et le jour où tu l'as gagné, il s'est passé quoi dans ta tête ? C'était fou, j'y croyais pas. C'est magique, pardon. Mais c'est exactement pour ça qu'on est là, pour faire réagir nos invités. Et donc, elle a transformé ce sport et elle a inspiré énormément de jeunes générations de femmes à se lancer, donc vous le disiez, dans cette discipline qui est exigeante. Et du coup, elle s'est dit que ça ne suffisait pas à sa carrière, elle a continué. Et après avoir régné sur le squash, Heather McKay, elle a élargi ses horizons sportifs en représentant l'Australie, donc à l'international, en hockey sur gazon. Wow. Donc là encore, un autre sport très exigeant, un autre sport, un sport d'équipe, donc on change du tout au tout. Et donc là aussi, elle a brillé dans cette discipline à plus de 39 ans, puisqu'elle avait passé ses 39 ans au moment où elle se lance dans le hockey, je ne sais pas, en reconversion d'en parler. Pourquoi pas. Et donc, elle ne s'est pas encore arrêtée là, ça ne suffisait pas. Et là, on retourne sur un sport de raquette, puisqu'elle s'est illustrée dans le racquetball. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble
ressemble au squash, mais c'est un terrain qui est différent en fait. Et une raquette plus petite qu'une raquette de tennis. Donc là encore, elle a montré son esprit de compétition à plus de 40 ans. Elle a prouvé qu'elle pouvait aussi s'adapter à de nouveaux défis sportifs et inspirer donc, cette envie, cette persévérance qui font les femmes sportives. Et donc ce qui distingue aussi Heather McKay dans son parcours, c'est qu'au-delà de ses exploits sportifs qui sont assez incroyables quand on les cite, c'est qu'elle a réussi à se reconvertir et à contribuer activement à la promotion du sport féminin. Donc elle a été pionnière en tant qu'athlète, mais derrière elle est devenue vraiment une réelle ambassadrice à l'échelle mondiale de ce sport, en devenant coach notamment. Donc voilà. Pardon, je t'interromps. Coach, tu pourrais faire toi? Non. Okay. C'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, si j'ai voulu parler d'elle, c'est parce que son influence, en fait, elle s'est pas limitée à son époque de compétition. Derrière, elle a œuvré pour son sport et elle reste un vrai modèle de persévérance, de résilience, de polyvalence qui incarne à la perfection notre émission. La victoire est en elle. Exactement. Toi, il y a des championnes qui t'ont inspiré. Alors ça peut être des joueuses de squash d'ailleurs. Hein. Bah, c'est marrant parce que... Ou des femmes, en général. Alors je parle dans le sport et dans la vie. J'ai pas un nom à sortir. C'est-à-dire que j'aimais bien, en regarder, forcément Nicole David parce qu'elle était juste au-dessus de moi. Mais j'ai regardé un peu les sœurs Williams en tennis. Des femmes fortes. Mais j'aimais bien aller chercher un peu à droite, à gauche et puis essayer de m'en inspirer. Voilà. Ça me fait penser à Lindsey Vonn qui fait un retour en ski incroyable. Ouais. Il faudrait qu'on invite. On va se débrouiller. C'est pas gagné, mais on va essayer. Vas-y. On peut terminer et passer à la photo de la semaine. Allez, la photo de la semaine, c'est parti. De quoi s'agit-il? Alors cette semaine, j'ai voulu parler d'un sport que j'aime bien et c'est la victoire du Paris Basketball à l'Accor Arena. Donc c'était une rencontre en National 2 face à Mulhouse. Et au-delà du résultat qui est très positif pour les Parisiennes, cette rencontre, c'était une belle opération du Paris Basketball qui a pu mettre à l'honneur ces filles en ouverture de l'équipe professionnelle. Donc une belle mise en valeur du sport féminin et de la section féminine. Et ça, on adhère. Et ça, c'est chouette parce que trop souvent, le sport féminin est mis de côté et arriver à associer, on va dire, juste avant un match homme-pro, moi je trouve ça assez génial. C'est une belle vitrine. Et Merci à Bercy beaucoup. en plus. Et à Bercy. Merci Julie. Avec plaisir. Merci Camille. Pour terminer, l'objectif le plus proche, c'est quoi? Y a le championnat de France là, qui arrive début février. Et l'objectif? Gagner. Elles sont prévenues? C'est ça. Merci Camille. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Merci, salut Julie. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt encore. Au revoir.